Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Daphna Mouchnik pour parler autour de son livre Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, édité chez Fauve Éditions. Bonjour Daphna. Bonjour. Donc hier, comme je le disais aux auditeurs, vous êtes directrice d'un service d'aide à domicile qui s'appelle Logivité. Je voulais vous demander combien vous avez d'auxiliaires de vie, combien vous employez d'auxiliaires de vie? Alors moi, j'ai une grande équipe de 160 personnes maintenant, qui est composée d'environ 140 auxiliaires de vie et 140, 150, ouais, et puis une équipe que j'appelle l'équipe en coulisses, parce qu'en fait, un service d'aide à domicile, il y a plusieurs professions pour que ça fonctionne. Donc, j'ai des travailleurs sociaux qui travaillent avec moi dans les locaux, mais aussi qui se rendent chez les gens pour accompagner la mise en place et ensuite l'intervention quotidienne de l'auxiliaire de vie. Donc, il y a des travailleurs sociaux, il y a 5 travailleurs sociaux qui travaillent dans mon équipe. Et puis, j'ai une équipe de coordinateurs, et puis j'ai quelqu'un qui s'occupe de la partie RH, quelqu'un qui s'occupe de la facturation. Donc, voilà, toute cette équipe fait 160 personnes. Et après, il y a une particularité dans mon service, c'est que j'ai la chance d'être maintenant un plus ou moins grand service quand même, et donc de pouvoir proposer des temps pleins aux auxiliaires de vie. Ce qui est vraiment une difficulté dans le secteur, c'est que souvent les services et l'organisation fait que c'est difficile pour nous d'arriver à proposer des temps pleins et que les auxiliaires de vie subissent le travail à temps partiel et donc ont des salaires qui, déjà à temps plein, c'est des petits salaires, mais du coup, si c'est du temps partiel, c'est d'autant plus petit. Moi, j'ai cette chance maintenant, parce que j'ai passé une certaine taille, de pouvoir proposer des temps pleins aux auxiliaires de vie qui souhaitent travailler à temps plein. Oui, c'est sur la base du volontariat, quoi. Oui, l'idée, c'est de leur permettre de travailler à hauteur de ce dont elles ont besoin de travailler pour faire vivre leur famille. Voilà, ce qui est encore compliqué dans ce secteur, d'autant que en fait n'est pris en compte que le temps passé chez les gens. Or, en fait, le travail d'une auxiliaire de vie et d'une équipe d'ailleurs, et d'une équipe de service d'aide à domicile, c'est tout ce temps de coordination, de préparation, de transmission avec la famille. Tout ça, c'est des temps indispensables, mais qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas couverts par les politiques sociales des départements. Et donc, du coup, quand je vous disais hier que nous bricolions, on bricole aussi pour dégager ce temps alors que nous n'en avons pas le financement. Et les temps de transport? Parce qu'on a oublié de dire quand même que vous êtes un service en région parisienne. À Paris. Donc, je suis même Paris intramuros. Voilà, donc j'imagine que les temps de transport peuvent alourdir aussi une journée par rapport à une journée d'une auxiliaire de vie. Dans la journée d'une auxiliaire de vie, le temps de transport prend beaucoup de place. Nous, on est à Paris, on a la chance d'être à Paris. Comme je vous le disais, je suis maintenant un grand service à Paris. Et donc, du coup, il y a suffisamment de gens à accompagner les uns près des autres pour qu'une fois qu'elles sont arrivées dans un même quartier, elles y restent et que finalement, les temps de transport soient relativement courts dans mon service. Mais c'est effectivement, encore une fois, pas la réalité de la plupart des services d'aide à domicile. Et là encore, ces temps de déplacement ne sont pas financés par les politiques sociales et donc viennent alourdir une journée. Voilà. Et c'est vrai que pour un particulier qui paierait l'heure d'intervention 20 €, 25 €, c'est beaucoup d'argent parce que ça se multiplie par le nombre d'heures dans la journée et le nombre de jours dans la semaine, ainsi de suite. Mais en réalité, on est en deçà des tarifs qu'il faudrait pour permettre à un service d'aide à domicile de faire les choses correctement. Et il arrive quand même à être à l'équilibre à peu près? Il y a beaucoup de services qui aujourd'hui sont vraiment en difficulté. Et moi, mon service, encore une fois, je pense qu'il a passé un cap et le volume que nous réalisons, le volume d'heures que nous réalisons nous permet de dégager cette petite marge qui va nous permettre de financer tous ces temps qui ne le sont pas en réalité. Mais voilà, je mesure que c'est une vraie chance
pour mon service, que c'est pas la réalité du secteur. De tous les et services. Encore une fois, j'espère que la loi grand âge et autonomie qu'on nous promet à la rentrée viendra solutionner cette difficulté. Donc votre service regroupe à peu près 160 personnes. Et vous avez combien de familles ? Alors combien de familles ? On accompagne près de 800 personnes quotidiennement. Alors, du coup, oui, c'est beaucoup de monde à accompagner. Moi, ce qui me faisait très peur, c'est quand j'ai créé mon service, il y a 13 ans maintenant, c'était moi qui faisais les visites, je rencontrais les gens, je recrutais les auxiliaires de vie. Il y avait quelque chose comme ça de très, très familial qui faisait que, malgré les difficultés, ça fonctionnait bien parce qu'on se connaissait, parce qu'il y avait du lien. Et j'avais peur qu'en grandissant, ce lien se perde. Et en fait, il ne s'est pas perdu du tout parce que l'équipe s'est agrandie et les gens que j'ai recrutés ont pris à leur compte ce lien que j'avais tissé avec les gens chez qui j'avais moi-même créé, que j'avais visité et que j'avais accompagné. Donc les nouveaux travailleurs sociaux arrivaient, visiter des personnes, créer ce lien avec ces personnes, créer du lien avec l'auxiliaire de vie. Et en fait, c'est plein de petits îlots comme ça qui se sont faits dans cette grande équipe qui fait que, en fait, les gens sont très surpris quand je leur dis qu'on accompagne près de 800 personnes parce qu'il y a une ambiance très, très familiale et on a l'impression qu'on est dans un petit service tellement tout le monde se connaît. En fait, il y a eu juste un relais, une prise de relais, mais tout en conservant le lien. C'est ça. J'imagine que les familles, ça fait partie des points forts de votre service, ça, ce lien, cette proximité que vous avez réussi à créer avec les familles. Ça nous permet de surmonter des difficultés et aussi d'arriver à avoir la compréhension des familles. Parce qu'en réalité, je ne veux pas vous dépeindre un service idéal. Il dysfonctionne, ce service, par moment, pas tout le temps, malgré tous les efforts que nous déployons. Il y a des moments où ça dysfonctionne, où on oublie de donner une information à une auxiliaire de vie alors que la famille nous l'a spécifiquement rappelé, voilà, et c'est toujours lourd de conséquences parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas accompagné, tout ça, mais en réalité, 160 personnes, c'est finalement pas assez pour accompagner 800 familles. Toutes ces personnes. Et quand il y a des familles, parce que là, quand les familles sont vigilantes, c'est une chance pour le service. Mais on intervient parfois auprès de gens qui sont complètement isolés. Et là, il y a intérêt à ne pas se manquer. Et malgré tout, parfois, on se manque. Donc, du coup, ce lien permet l'indulgence, en réalité. Voilà, des familles, même des personnes âgées ou des personnes accompagnées. Elles nous passent un savon, elles nous disent vraiment, je ne sais pas ce que vous avez fait, voilà. Mais bon, finalement, je pense qu'elles connaissent nos bonnes intentions. Les bonnes intentions, ça ne suffit pas toujours, mais c'est quand même le premier pas, quoi. Ça aide quand même. Et donc, toutes ces familles. Alors, quand vous dites que parfois ce sont des personnes seules, elles sont quand même accompagnées par j'imagine, des assistantes sociales. Ou vous avez des assistantes sociales dans votre service à vous ? Alors, dans mon équipe, je vous disais, j'ai 5 travailleurs sociaux, des conseillères en économie sociale familiale ou des assistantes sociales. Voilà, c'est les profils. Mais effectivement, la responsabilité de l'action sociale est confiée au département. Et donc, le département a lui-même ses propres assistantes sociales, notamment l'équipe médico-sociale de l'APA, qui est une allocation personnalisée d'autonomie qui permet aux gens de financer une partie du travail des auxiliaires. Et donc, c'est vrai qu'on travaille énormément avec tous ces travailleurs sociaux. D'ailleurs, on ne travaille jamais seul. Moi, je parle d'une armée de travailleurs sociaux qui déferlent au domicile des personnes âgées isolées pour s'assurer que tout aille pour le mieux. Donc oui, quand je vous disais qu'on avait de belles politiques sociales en France, voilà, c'était à cela à laquelle je pensais. Et effectivement, mon service a été repéré très tôt, et j'en suis très heureuse, comme étant un service essayant par tous les moyens, même quand parfois ça paraît un peu désespéré,
de permettre à la personne de rester chez elle. On a des gens qui sont en refus de soins, par exemple. On a des gens qui ont vraiment besoin d'une auxiliaire de vie et qui ne vont pas vouloir ouvrir leurs portes. Et là, il n'y a pas de problème de financement, il y a une prise en charge, il y a tout ce qu'il faut. Et cette personne ne veut personne chez elle. Et donc, ça va être très, très compliqué. On a aussi des situations de gens qui ont accumulé beaucoup de choses. On ne peut pas circuler dans l'appartement. Et parfois, c'est aussi beaucoup de déchets à la maison. Enfin, voilà, on a des situations comme ça qui paraissent... on se dit, on sait même pas comment on va expliquer à l'auxiliaire de vie dans quel domicile elle va arriver, tellement on a peur de la faire fuir. Et pour autant, on va quand même dire oui. On va essayer et on va quand même essayer d'apprivoiser ces gens qui ne comprennent pas pourquoi on vient leur casser les pieds et où tout l'immeuble va nous passer un savon parce que va nous dire mais qu'est-ce que vous faites, ça sent pas bon, vous venez tous les jours et ça change pas. Oui, ça change pas parce que là on a réussi à passer de l'autre côté de la porte mais la dame ou le monsieur ne veut pas qu'on descende un sac poubelle, donc du coup c'est compliqué. Et voilà, on a beaucoup de situations comme ça qui nous sont confiées. Et donc quand je vous parlais de réel engagement de la part de mon équipe et pas seulement de mon équipe, parce qu'en fait à travers mes 2 récits, mon sujet c'est pas de dire mon équipe est extraordinaire, c'est de dire ces métiers et les gens qui les font sont extraordinaires. Je me suis servi de mon équipe que pour incarner et pour accrocher le lecteur jusqu'au bout de mon récit, mais des petites équipes comme celle-ci, il y en a dans toute la France. Et donc du coup je crois que voilà, pour s'accrocher dans des situations tellement dures où on n'aura pas la reconnaissance des gens, où les gens nous diront pas qu'on est formidable et pour autant on ira quand même, et elles sont formidables de continuer à y aller. Des fois elles se prennent des coups de canne, par exemple, il y a des situations qu'on n'imagine pas, quoi. Et voilà, c'est tout ça en fait que je raconte dans mes livres et qui fait sourire quand on ne les vit pas, mais en réalité au moment où on les vit on a envie de pleurer. Quel profil pour vous d'une auxiliaire de vie? Quand vous recrutez une auxiliaire de vie, qu'est-ce que vous allez d'abord privilégier comme profil? Et déjà, il faut une grande capacité d'empathie. Il faut arriver à se mettre à la place de l'autre, parce que déjà, des fois, l'autre fait des choses qu'on comprend pas. Donc, du coup, il faut quand même faire un gros effort d'empathie, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre le chemin de l'autre. Voilà, donc ça demande déjà une qualité qu'on n'apprend nulle part, qu'on n'apprend pas à l'école, j'imagine. Qu'on développe, qu'on porte en soi, enfin voilà. Il faut des qualités de bienveillance, de bon sens. Il faut du bon sens. Et après, quand on a, je crois, ces 3 qualités-là, il va falloir quand même ajouter un peu de théorique et un peu de choses qu'on apprend à l'école, qui sont les maladies liées au grand âge, la bientraitance, la nutrition, l'entretien aussi un peu du logement, du linge, voilà. Il y a une vraie formation. Je voudrais pas laisser croire aux gens que pour faire ce métier, il n'y a pas besoin d'être formé. Non, il y a besoin d'être formé et c'est d'ailleurs ce qui manque beaucoup aujourd'hui. On a un gros problème d'attractivité de ces métiers et ces métiers ont des formations. Mais pour s'engager dans ces métiers, dans ces formations, il faut ces 3 qualités d'empathie, de bienveillance et de bon sens. Et là, c'est incontournable. Oui, c'est incontournable. Donc, c'est vrai que ces métiers, c'est aussi une manière de les mettre un petit peu en avant. Et je trouve, ces soignants, vous faites référence à un moment dans votre livre, vous dites que, grâce au virus, finalement, on a réussi un petit peu à mettre en avant ces métiers qui sont que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, et nous les avons admirés en les applaudissant tous les jours à 20h. C'est curieux parce que moi j'ai pas eu quand même le sentiment que c'était ces soignants-là qu'on reconnaissait. Oui, parce qu'en fait notre gros problème c'est qu'on n'est pas soignant. Et en fait, du coup, le fait qu'on ne soit pas soignant donne un peu dans l'imaginaire collectif l'idée que c'est n'importe qui pourrait faire ces métiers-là, et d'ailleurs que c'est n'importe qui, d'ailleurs qu'on envoie. Des fois, les gens me disent « vous m'avez envoyé n'importe qui ». Bon,
parfois je me trompe dans le recrutement, mais mon intention n'est pas d'envoyer n'importe qui. Et donc effectivement, tout au début du livre, je me dis ça y est, les choses changent, parce que je vous raconte les choses au fur et à mesure qu'on les vit, et nos galères, et nos péripéties, et nos petites victoires qui prennent tout de suite une dimension incroyable quand elles arrivent. Tout au début du récit, on est dans l'arrêté qui dit quels sont les métiers prioritaires et indispensables à la gestion de la crise, et on se voit. Effectivement, pour nous, c'est une évidence que les auxiliaires de vie, elles sont indispensables à la gestion de la crise, mais pour la première fois, on le voit décrit. Et donc, on se dit, les choses vont changer. Et puis, effectivement, la suite nous dit que non, les choses ne changent pas, parce que pour nous, rien n'est fait pour... autant on a compris, et c'est normal, qu'il faut faciliter la vie des soignants, qu'il faut faire en sorte qu'ils puissent dormir près de leur lieu de travail pour pas qu'ils aient à prendre les transports, pour pas les exposer davantage. On met en place plein de choses, on essaye de fournir du matériel de protection aux soignants, et on comprend ô combien pourquoi. Mais les auxiliaires de vie qui se rendent auprès de gens fragiles et qu'il ne faut surtout pas rendre malades n'auront pas, dans un premier temps, tout cet équipement, et c'est les directeurs de service qui ont déployé un trésor d'imagination pour essayer de trouver masques, gel, etc. Elles n'auront pas d'hôtel, elles n'auront pas de bon de transport, elles n'auront pas de bon d'essence, elles n'auront pas accès aux tests. Donc en fait, on se rend vite compte qu'en réalité, c'est comme avant, quoi. Il s'est rien passé. Les mentalités ne changent pas en 2 mois, quoi. Elle ne change pas, je sais pas. En fait, de la part des gens qu'on accompagne, là, d'un seul coup, globalement, on a beaucoup d'indulgence, beaucoup de compassion, beaucoup de mots gentils, de mots encourageants, des gens qui nous entourent aussi, qui nous encouragent. Donc, quand même, il y a des choses. On a eu de beaux encouragements. Moi, je savais que les applaudissements, ils n'étaient pas pour nous. Mais n'empêche que je me disais que si j'avais été parler avec chaque personne à sa fenêtre, il m'aurait dit que bien sûr, ils étaient pour nous. Donc, je les ai pris pour nous. Voilà, parce qu'effectivement, en fait, les gens, ils étaient à leur fenêtre, ils applaudissaient les soignants, mais ils applaudissaient aussi tous les gens qui faisaient vivre le pays, les caissières, c'était tous les petits métiers, les plus durs, les moins bien payés. Notre président de la République l'a dit, hein, quand vous citez cette phrase, c'est le président Macron qui dit que le pays reposait tout entier sur des métiers que l'économie et le tout à chacun reconnaissaient si mal. Donc quand même, moi je crois que ça germe quand même. Et puis il n'y a pas très longtemps, encore une fois, c'est tellement une victoire pour nous, cette histoire de prime. Il n'y a pas très longtemps, enfin, notre président en a parlé et a mis un bon coup de projecteur sur nos services. Et puis il faut rappeler quand même que la volonté des gens, le plus possible, c'est de vieillir et de mourir chez eux, donc, et le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Donc il faut absolument donner aux services les moyens de le faire bien. Pour que les gens puissent rester chez eux, quoi. Mais il y a un film que j'adore, que tous les Français ont adoré, qui a mis un super coup de projecteur sur nos métiers. Alors certes, c'est pas dans les mêmes conditions, c'est Intouchable. Intouchable, quand on aime Intouchable, on aime un auxiliaire de vie. Enfin, du coup, alors c'est vrai que c'est des conditions de travail assez idéales, certainement de rémunération comme on le souhaite à toute notre équipe. Mais voilà, et dans les idées de d'écrire ces petits livres et de faire rire et de faire en sorte que vous vous attachiez aux gens dont je parle, c'est aussi cette idée-là, quoi, de changer le regard qu'on peut avoir sur eux, quoi. Bon, mais écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on va rester là. On va laisser place à notre petite voix enchantée qu'on a la chance d'avoir cette semaine, et également, bien évidemment, à un peu de lecture. Et on se dit à demain pour la suite de l'émission. À demain, Nathalie. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Daphna Mouchnik, première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement. Pour les auxiliaires, pas de taxi et pas d'hôtel. Pourtant, je tweete, je réseaute, rien n'y fait. Elles ne sont pas soignantes. Elles prendront les transports, ça me rend dingue. Encore une fois,
Paris vient à mon secours en me proposant temporairement 3 logements. Estelle, vous savez ce que j'ai appris dernièrement ? Le virus a été lancé par les Russes. Eh oui, ils l'ont fait exprès, car ils veulent tuer tous nos vieux. Vous vous rendez compte ? Ils sont vraiment méchants. Estelle est la cousine de Mélanie. Eh oui, quand j'ai eu fini d'embaucher toute ma propre famille, j'ai commencé à embaucher celle des autres. Intermittente du spectacle, elle avait un bon boulot et gagnait plutôt bien sa vie. Et voilà, un jour, elle aussi a eu besoin de mettre du sens. Et c'est en conseillère en économie sociale et familiale qu'elle a eu envie de se reconvertir. Une chance pour moi et les personnes que mon service accompagne. Nos vieilles personnes appellent pour expliquer le pourquoi du comment de cette saloperie de virus. Chacun y va de sa théorie. C'est l'œuvre de Dieu pour supprimer toutes les mauvaises personnes de ce monde. Du coup, si on est des gentils, on n'a pas à s'inquiéter. Ce virus à proprement parler n'existe pas. Et aussi, sachez que s'il ne fait pas beau, c'est aussi Dieu qui obscurcit le monde. Ah, ok. Ça ne nous aide pas beaucoup, mais ça nous fait bien rire, alors ce n'est pas du temps perdu. Au bureau, nos journées sont longues et sans fin. Je pars tôt le matin avec mon chien. Ah oui, maintenant j'ai un chien. Un traquenard, monté par ma fille, Marianne. Je l'ai appelé Guet-apens, il porte bien son nom. Depuis, il passe ses journées dans mon service. Il fait sa part du job, participe au recrutement des auxiliaires de vie. Grâce à lui, nous sommes certains d'embaucher des candidates qui n'ont pas peur des bêtes. Il passe auprès de tous, quémande des caresses. Sa présence a des vertus apaisantes. C'est devenu le chien de toute une équipe et, comme Sophie a eu la bonne idée de mettre sa photo sur la carte de vœux 2020, maintenant c'est même devenu le chien des gens que nous accompagnons. Je vous appelle Sébastien pour vous parler de 2 choses. Premièrement, le nombre d'heures du planning et deuxièmement, le chien. Le chien, il reste toujours au bureau ? Oui, bon. Sinon, je voudrais savoir quelles sont les croquettes qu'il prend habituellement. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous donner 50 ou 100 euros pour payer les croquettes. En fait, je pense que c'est pas la peine. Vous savez, sa maîtresse s'occupe de tout. Ah, parce qu'il a une maîtresse ? Guettis en famille. Bon alors, je reprends. Je devais vous parler des heures, du chien, et la troisième chose, c'est... Ah ça par exemple, j'ai comme un blanc. Tiens, ça m'étonne. Aujourd'hui que plus personne n'a le droit de s'approcher, de s'embrasser, qu'un 1,50 m nous sépare les uns des autres, la présence de Guette est comme thérapeutique. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.